Bonjour à tous, nous sommes vendredi 27 mars, dernière vidéo de la semaine. Alors, je commence par les petites questions, on se couchera moins bête. Alors, vous n'avez pas trouvé le compte, et pour cause, c'est normal. J'ai regardé un peu sur internet, sans indice de ma part, c'est très difficile à trouver. Donc à la fin de la vidéo, je vais vous donner un nouvel indice. En attendant, donc, on corrige ce que nous devions corriger, c'est-à-dire les questions 4, 5, 6, 7, 9, page 178. Je vous affiche le texte et je vais répondre aux questions avec vous. Je ne vous affiche pas les questions, on les a sous le nez avec le livre, donc manuel page 178, je préfère vous afficher le texte, ça va être plus pratique. Donc, question 4. Par quel groupe nominal complément de temps commence la phrase? Donc c'est la question qui parle de l'élément perturbateur. Et donc, tiens, j'aimerais bien faire disparaître ça. Ça nous gêne un peu. Non, ça ne veut pas disparaître. Bon, c'est pas grave. Alors, on a un jour ici. Ah voilà, ça a disparu. Un jour qui va clore donc la situation initiale qui se déroulait là. Quand elle est finie, on remarque ce complément circonstanciel de temps qui va donner une rupture. Autre rupture, c'est celle des temps. À quel temps sont les verbes se perdit et se mit ici, et puis aussi arriva, et voilà. Donc tous ces temps sont du passé simple parce que justement c'est l'action percutante qui arrive, qui va s'opposer donc aux imparfaits de description, par exemple dont les cheveux blancs touchaient le sol, qui décrivent la vieille femme. Donc des actions percutantes au passé simple. Donc ces deux lignes expriment-elles une continuité ou une rupture par rapport à la situation initiale? Ces deux lignes expriment une rupture. C'est le temps de l'imparfait qui change et qui devient du passé simple. Donc cette rupture dans les temps nous le montre bien. Ensuite, donc, à partir de la question 5, vous avez un petit titre qui s'intitule « Les deux péripéties du récit ». Alors, donc, dans le schéma narratif des contes de fées, c'est-à-dire le schéma que doit suivre n'importe quel conte de fées, on a la situation initiale, on a un événement perturbateur, ça veut dire quelque chose qui va arriver et qui va changer la destinée du héros, c'est-à-dire il se passe enfin quelque chose. Dans cette situation initiale, donc on parle d'une veuve qui avait ses deux filles, bon bah voilà, ça va rester comme ça des années, jusqu'à ce que patatrac, c'est ça, c'est l'événement perturbateur qui perturbe, eh bien Dorothée se perd et une vieille femme arrive. Voilà l'événement perturbateur. Ensuite, les péripéties. Peut-être vous connaissez déjà ce mot, ce sera un synonyme de aventure. Les aventures, elles sont souvent au nombre de 3. Ici, elles sont au nombre de 2. Donc on a une aventure avec l'une des jeunes filles, Dorothée, une aventure avec sa sœur Anna. Donc là, on va commencer l'aventure avec Dorothée d'abord. Quel nouveau personnage apparaît entre lignes 5 et 66? Eh bien, c'est la vieille femme vêtue de noir dont les cheveux blancs touchaient le sol. Ce personnage appartient-il à un monde réel ou merveilleux? Justifiez votre réponse, petit b. Alors, c'est un petit peu difficile de répondre encore, hein. Une vieille femme, on peut dire que ça appartient au monde réel. En même temps, elle est en plein milieu de la forêt la nuit. Bon, elle a des cheveux blancs qui touchent au sol. Donc, peut-être qu'on a quand même les indices de ce qu'on sait être là le modèle de la sorcière ou de la fée, pourquoi pas. Donc, on est peut-être à cheval encore entre le monde réel et le monde merveilleux. Question 6. À quelle ligne se termine la première péripétie? Donc j'y ai répondu un petit peu tout à l'heure. La première péripétie, elle concerne Dorothée. Donc voilà, elles atteignirent, porte-moi, sans hésiter la jeune fille, tatati tatata. Donc elle prépare tous les repas. Une année s'était écoulée quand la vieille déclara « Tu as été une bonne servante, sers-toi ». Et donc voilà, Dorothée choisit le coffre le plus simple, la vieille femme sourit et dit « Tu as bien choisi », etc. Et Dorothée rentre chez elle. Ça fait partie de la péripétie, puisqu'à la fin, donc, quand elle ouvre son coffre, eh bien, un prince en sort. « Veux-tu être ma femme? Je ne veux épouser personne d'autre. » La deuxième péripétie, on pourrait dire qu'elle commence ici. On le voit parce qu'il y a quand même un blanc là dans le texte. Et puis, on nous parle de Anna. Anna et sa mère faillirent s'étrangler de rage. Sans attendre, Anna partit dans la forêt pour tenter sa chance. Donc, deuxième péripétie. Avec une héroïne qui change, on laisse de côté Dorothée. Et donc, bien entendu, tout va se passer de travers. Hop.
et ça se termine, on va dire ici, là, au cœur de la forêt, avec une petite conclusion là. Donc, voilà pour ces deux passages. Question 6, donc la première péripétie se termine... ici, à la ligne 47. Quel est le personnage mis à l'épreuve dans le premier épisode et dans le second épisode? Donc le premier c'est Dorothée, le second c'est Anna. Quelle ressemblance et quelle différence y a-t-il entre les deux épisodes? Alors, je vais me focaliser sur le deuxième. Donc dans les ressemblances, c'est toujours une fille, Anna, qui part dans la forêt, elle rencontre la même vieille femme qui lui demande les mêmes choses, la porter sur son dos et la servir. Ensuite, il y a aussi le coffre et à la fin, il y a toujours quelqu'un qui sort du coffre et qui dit « Veux-tu être ma femme ?» Donc on a beaucoup de points communs. Sauf que ces points communs, en fait, ils sont tous en miroir, c'est-à-dire tous à l'inverse. Donc point commun, elle va dans la forêt, point commun, elle rencontre la vieille dame qui lui dit « Porte-moi », mais à l'inverse, elle lui dit « Oh mais non, risquer de se noyer pour une vieille comme vous, sûrement pas ». À l'inverse donc de sa sœur, donc le même travail à faire, c'est-à-dire s'occuper de la maison, mais à l'inverse, elle fait tout de travers. Elle ne fait rien, elle gaspille en utilisant des sacs entiers, elle vole même la nourriture destinée aux animaux. Alors là, ça c'est vraiment le pompon. Et quand le coffre arrive, donc c'est la même chose, toujours un coffre, elle choisit à l'inverse le plus beau coffre possible parce qu'elle est cupide, c'est-à-dire intéressée par le gain, mais bien sûr de ce coffre sortira aussi l'inverse du beau prince, c'est un lézard, un vieux serpent qui en sort et qui dit « Veux-tu être ma femme ?» Et donc au lieu d'aller dans un beau pays, il l'emporte au cœur de la forêt. Ensuite donc, on va voir ici que les deux dernières lignes sont ce qu'on va appeler la situation finale et qui tient, voyez, en pas beaucoup de mots. On va laisser ça pour lundi. Voilà, nous avons répondu à ces questions du livre et donc on va voir le cours qui va avec. Donc c'est votre chapitre 2. Voilà, je le mets un peu mieux au milieu. C'est votre chapitre 2 qui s'intitule l'événement perturbateur donc et les péripéties. Alors, dans ce schéma narratif, oui, je pourrais toujours mettre ici quand même, entre parenthèses, schéma narratif. On est toujours dedans, ce sont les étapes donc 2 et 3. Alors, l'événement perturbateur, qu'est-ce qu'il faut savoir par cœur? Cette leçon va être à prendre pour lundi. Donc, c'est un événement qui vient bouleverser la situation initiale, comme je vous le disais tout à l'heure, et changer à tout jamais le destin du héros. Et il commence souvent par un jour, pour bien marquer la rupture. Alors, voir le document de repérage dans le Drive, c'est le document de tous les textes. On va le voir, je vais le rajouter là, que vous avez déjà commencé à lire. Les péripéties ou aventures. Il y a forcément donc une idée de danger, de hasard, d'épreuves impossibles. C'est pour ça qu'on a comme synonyme de péripéties le mot aventure. Les aventures, ça ne se déroule pas tout tranquillement, sinon ce n'est pas des aventures. Et donc souvent, elles sont au nombre de 3. Mais là, on voit bien dans notre texte que ça n'est pas le cas. Donc dans Le Loup et les 7 chevreaux que vous avez lu, le loup s'y prend à 3 fois. Les 3 petits cochons sont un conte assez proche du loup et des 7 chevreaux à cause du personnage du loup qui est commun. Dans les 3 petits cochons, il y a aussi 3 étapes. Dans La Belle au bois dormant, donc il y a plusieurs péripéties. Donc le don des fées, la princesse qui se pique le doigt, ensuite elle se réveille 100 ans après la mère ogresse veut manger toute la famille, etc. C'est très long. Donc ça c'est dans La Belle au bois dormant de Charles Perrault. Je vous ai mis ici des illustrations de La Belle au bois dormant, justement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les aventures? Qu'est-ce qu'il faut savoir encore? Souvent dans ces aventures de contes de fées, enfin c'est pas souvent, c'est quand même quasiment toujours, on a des objets magiques. Ce qui va bien distinguer des autres textes. Donc le fuseau de la bonne vieille qui va endormir la Belle au bois dormant, la baguette des fées, les bottes de 7 lieux aussi dans La Belle au bois dormant, j'ai abrégé, les fenêtres magiques de la reine dans le Ouistiti, etc. On peut trouver 1001 exemples. Les personnages, alors eux aussi, ils sont codifiés dans les péripéties. Donc, dans la situation initiale, on a des personnages types, donc des rôles bien typés, c'est-à-dire avec des règles bien codifiées. Donc, ce sont le roi, la reine, les enfants et le héros qui mène l'action. Souvent, c'est un enfant, justement. Souvent, c'est un prince. Voilà, donc ça, ce sont les personnages de la situation initiale. Et puis,
Dans les péripéties, on va voir apparaître d'autres personnages. C'est ceux qui aident le héros qui est présent dans la situation initiale déjà, mais en général les alliés n'y sont pas encore. Donc on a ceux qui aident le héros, qu'on appelle les alliés ou adjuvants, le mot est un peu plus compliqué, ça veut dire l'aide en latin, et ceux qui s'opposent à lui, qu'on appelle les opposants. Donc ces personnages-là, ils apparaissent en général dans les péripéties. Donc les alliés sont souvent des personnages magiques, donc fées, magiciens, etc. Les opposants, sorciers, sorcières, des monstres, voilà, magiques aussi en général. J'ai abrégé perso en personnage, hop, mais là, je pense pas que vous allez copier cette longue leçon, donc on n'est pas, voilà, je vais pas garder les abréviations. Donc ces personnages, les alliés et les opposants, sont appelés des personnages secondaires. Le héros, c'est le personnage principal. Donc le héros, même s'il est nul, parce qu'il y a des contes parodiques où le héros est minable, eh bien il s'appelle quand même le héros, parce que héros ça veut dire avant tout personnage principal. Hein, c'est ce sens que ce mot a pris dans la littérature. Nous on a vu le héros de l'Antiquité, c'est le plus beau, le plus grand, le plus fort, mais ensuite le mot héros en littérature prend le sens de personnage principal, qu'il soit doué ou qu'il soit complètement... minable comme je disais tout à l'heure. Donc dans les exemples d'alliés, on a les 7 nains pour Blanche-Neige, on a la fée dans Riquet à la houppe, on a le chat botté qui est à la fois le héros, c'est aussi l'allié de son maître le marquis de Carabas. Dans les opposants, donc on a les belles-mères. Alors les belles-mères, dans La Belle au bois dormant, dans Cendrillon, dans L'Oiseau bleu, qui est un autre conte qu'on n'a pas étudié, mais un conte parodique assez rigolo que vous pourrez aller lire si vous voulez. Et donc, voilà ce qu'on peut noter, c'est que tous ces éléments forment le genre du conte, et le genre du conte, on appelle ça aussi le genre du merveilleux, ou le merveilleux. Voilà, c'est assez différent de notre épopée de Gilgamesh ou notre épopée de l'Iliade ou notre épopée de l'Odyssée ou l'épopée de l'Énéide, etc. Dans l'Antiquité, ce qu'on a vu, il y a des points communs, hein, il y a des héros assez forts, il y a des choses magiques aussi, il y a des fées, des sorcières, il y a des monstres, mais tout ça est situé dans l'Antiquité avec surtout la présence continuelle des dieux de l'Odyssée, des dieux de la Bible, des dieux de ce que vous voulez, mais les dieux sont toujours là. C'est pour ça qu'on va parler d'épopée, ce sont des aventures trépidantes de héros dans un monde imaginaire, mais où les dieux sont très présents. Ça, c'est l'épopée. Dans le conte de fées, les dieux ont totalement disparu. On garde un héros, mais qui en général est un enfant, qui est un héros tout faiblard, qui va grandir au fur et à mesure du conte, alors que dans l'épopée, c'est un héros qui est d'emblée toujours très fort et très vaillant. Donc dans le conte, on a un petit héros tout mignon qui ne ressemble à rien en général, et qui va être aidé donc par les alliés, et les opposants vont au contraire lui mettre des bâtons dans les roues. Donc il faut que ce soit bien clair pour vous que le genre du conte est totalement différent du genre de l'épopée qu'on vient de quitter, même si, oui, on va avoir comme point commun peut-être, c'est sûr, non, les monstres, les sorciers, les sorcières et la magie. Mais c'est vraiment, on va dire, le seul point commun. Voilà, donc ce long cours, où il n'y a plus rien en dessous, vous pouvez le copier. Bon, ça fait peut-être beaucoup, copiez-le tranquillement un petit peu ce week-end, sinon vous pouvez aussi imprimer une partie, et puis vous pouvez aussi ni le copier ni l'imprimer, mais la prendre directement sur l'écran si vous préférez. Alors je disais, événements perturbateurs, voire document de repérage dans le Drive, tous les textes. Donc notre document, tous les textes que vous êtes en train de lire, on va regarder dedans où sont les événements perturbateurs. Alors, j'ai modifié les paramètres de partage, vous ne pouvez plus faire de commentaires dedans, parce que j'avais trop de commentaires, et je pense que les quelques coquilles qui étaient dans le texte, vous me les avez montrées, donc normalement je les ai corrigées. Alors, voilà, par exemple, dans notre conte de La Belle au bois dormant, l'événement perturbateur, il arrive juste après la situation initiale. Je suis trop descendue, hop là, voilà. Il y a un petit décalage avec ma souris. Voilà. Enfin, pourtant, il leur naquit une fille. Voilà l'événement perturbateur. On va le mettre en orange. Paf, comme ce qui vient changer les choses, couleur percutante. Donc on retrouve notre passé simple. Et on n'a pas un jour, mais on a le enfin. En voilà un. Alors ensuite, on va aller regarder... du côté d'un autre conte qu'on avait surligné. Oh là, je suis descendue très très bas là. Hop.
Ah, désolé, ça va vous donner mal à la tête. Je suis un peu perdue moi-même dans mon document. Voilà. Alors donc, il était une fois, ça c'est Riquet à la houppe, une reine qui avait un fils si laid et si mal fait qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine, une fée qui se trouva à son baptême, assura, etc. Donc ouf, la fée arrive, c'est l'événement perturbateur qui va changer la destinée de ce héros qui était mal parti puisqu'on vous dit qu'il était horriblement laid. Hop. Alors, dans le conte suivant, je vais essayer d'être moins rapide avec ma souris. Voilà, c'est pas très pratique quand même. Hein. Alors, dans cette version de La Belle au bois dormant, un jour, voilà, on a le un jour cependant, alors que la reine était allongée dans son bain, une grenouille croassa, action de premier plan, et lui parla ainsi. Voilà l'événement perturbateur. Ah ben non, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Voilà. Donc pour tous les contes, on a comme ça cette phrase de rupture qui vient nous dire, ah bah tiens, là maintenant, il va commencer à se passer quelque chose, cette situation initiale ne dure plus, on entre dans l'action. Ensuite, bien sûr, les péripéties, elles sont plus ou moins longues. Voilà, par exemple ici, on vous explique beaucoup de choses sur cette sorcière avant que l'action ne commence. Et l'action commence ici. Pardon. Un jour, ils allèrent se promener dans la forêt afin de pouvoir parler en toute intimité. C'est là que les choses vont commencer à se gâter pour eux. Encore un exemple donc d'événements perturbateurs. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ce que je pouvais vous montrer en événements perturbateurs. Du coup, pour lundi, je vais vous demander de répondre aux questions 11 et 12 du manuel. Donc je vais vous les montrer, c'est 3 fois rien. Voilà, 11 et 12. Qui est puni, qui est récompensé? Quelle leçon de vie donne ce conte? Donc c'est sur la situation finale. Je ne vous pose pas la question 10, c'est exprès, ça n'est pas un oubli. Et donc pour lundi, vous avez toujours tous les contes à terminer de lire là-dedans, donc ça vous fait encore quand même un petit peu de travail. Alors, je vous pose donc des petites questions, comme il en était sujet au début de la vidéo. Alors, pour vous aider à trouver quel est le titre du conte dans lequel on trouve des septuplés. Donc, ça n'est pas les 7 nains parce qu'ils ne sont pas jumeaux. Ça n'est pas non plus les 7 corbeaux. Cela dit, j'adore ce conte, il est magnifique, lisez-le si vous voulez. Vraiment très joli, mais ce sont 7 frères qui ne sont pas jumeaux. Et la petite dernière étant cette jeune fille qui doit leur coudre des tuniques et tout, ce qui est vraiment un conte merveilleux. Alors, je vais vous donner un indice. Donc, le titre du conte, c'est Les 7 et un prénom, hein, comme vous l'avez compris. Je vais vous donner comme indice qu'il s'agit déjà d'un conte russe. Premier indice. Deuxième indice, le prénom que nous cherchons n'est pas très commun. Il se trouve que c'est aussi le prénom du papillon de la série des drôles de petites bêtes d'Antoon Krings. Alors donc, les drôles de petites bêtes d'Antoon Krings, c'est imprononçable, pardon, c'est une série de livres pour enfants avec Mireille l'abeille, Carole la luciole, Frédéric le moustique, voilà, donc c'est des contes que je lisais, enfin des contes, c'est des petites histoires que je lisais à mes enfants quand ils étaient petits, et le papillon porte le même prénom que le conte dont on parle, que les septuplés du conte dont on parle. Ensuite, je ne sais pas si vous trouverez ce conte en lecture sur internet, je l'ai à la maison, j'adore ce conte, il est vraiment assez inédit. Alors, Andrea m'a demandé si on pouvait aussi faire des questions à 2 centimes, comme je fais avec mes quatrièmes. Alors oui, on peut. Donc je vous explique le principe de la question à 2 centimes. Le principe de la question à 2 centimes, c'est une question à laquelle soit il n'y a pas de réponse, soit la réponse est idiote, soit la réponse est drôle, pourquoi pas, en tout cas c'est une question qui n'est pas sérieuse. Alors je vous propose comme question à 2 centimes, en général elles sont tirées de ma tête, ce qui se passe dans ma journée et ce à quoi je réfléchis. Donc la question à 2 centimes aujourd'hui c'est: est-il plus écolo d'utiliser une souris Blanco Tipex avec un gros emballage en plastique dont on ne sait que faire quand la souris est finie, ou bien de faire des tas de ratures dans un cahier qui vont donc gâcher de l'encre et du papier?
Voilà, question à 2 centimes, vous pouvez débattre de vos idées en bas de la vidéo dans les commentaires. Et aussi, vous pouvez me proposer, vous, des questions à 2 centimes, c'est-à-dire des questions pas sérieuses, parfois des questions donc à laquelle il n'y a pas de réponse. Et vous pouvez aussi me proposer des questions dans le thème « On se couchera moins bête ». Voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous mets donc comme toujours les devoirs en bas de la vidéo. À bientôt!